Autrefois réservée à l'armée, la radiodétection sert aujourd'hui, en majorité, des programmes civils. En mars 2002, Envisat, le plus grand satellite environnemental de l'histoire, a été mis sur orbite. De la taille d'un autobus, il pèse 8 tonnes et est équipé des instruments les plus modernes, dont plusieurs systèmes de radar. Le centre de contrôle de Darmstadt en Allemagne surveille sa révolution et corrige sa trajectoire. Le satellite fournit aux techniciens de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, des informations sur l'effet de serre, la fonte des calottes polaires ou la destruction des forêts pluviales. Ce satellite est unique en son genre. On sait cependant qu'il est hautement risqué de concentrer une grande quantité d'instruments sur un seul satellite. Le premier risque, c'est de tout perdre dans un accident durant le lancement. Ce risque est très élevé. En outre, la gestion de nombreux systèmes à l'intérieur d'un même satellite entraîne des coûts astronomiques et des contraintes techniques parfois insurmontables. Parmi les instruments les plus précieux du satellite, plusieurs systèmes de radar. L'un d'eux surveille en permanence la surface des océans. L'écho renvoyé par les eaux marines adopte un profil différent selon leur ondulation. Le radar répertorie aussi la direction des courants marins. Grâce à ces données, l'agence spatiale peut dresser pour chaque région un profil du mouvement des eaux océaniques et du climat local. Ces précisions sont primordiales car elles permettent aux navires de contourner les zones de tempête. Les informations glanées à l'aide des radars du satellite permettent aux capitaines d'optimiser le cours de leur navire. La route la plus rapide et la plus économique n'est pas toujours la plus courte. Un signal d'alerte arrive à l'agence spatiale. Le satellite est reprogrammé pour une mission des plus urgentes. À 800 km d'altitude, les radars de l'Envisat scannent le périmètre du naufrage et guident les équipes de secours. Née de la guerre, la technologie du radar est désormais indispensable à la vie civile. Les deux pionniers allemands de la radiodétection tombent dans l'oubli. Watson Watt, en revanche, se targue d'être l'unique inventeur de cette technique qui s'est révélée décisive pour l'issue de la guerre. Il fonde une entreprise privée spécialisée dans l'installation de stations de radiodétection dans le monde occidental. Un officier britannique a dit « Si la bombe atomique a mis un terme à la guerre, c'est le radar qui a décidé de la victoire ». Aujourd'hui, notre société ne pourrait plus fonctionner sans des radars ultra performants. C'est la sécurité de tous les systèmes de transport, marine marchande, aviation civile et circulation routière, qui en dépend.
En 1940, Watson Watt est envoyé en France pour une mission secrète. L'espace aérien français doit être protégé des attaques aériennes allemandes au moyen d'un réseau de radars installé de la Manche jusqu'à la Suisse. Watson Watt arrive toutefois trop tard. William S. Thomson était un des éminents scientifiques et ingénieurs des années 1800. Il a développé des analogies entre la chaleur et l'électricité. Et son travail a influencé les théories développées par James Clerk Maxwell, un des fondateurs de la théorie électromagnétique. Thomson a surveillé la pose couronnée de succès du câble transatlantique et pour ce travail a été adoubé Lord Kelvin. Kelvin avait soutenu les théories de Tesla et les systèmes proposés pour la transmission sans fil d'énergie électrique. La correspondance entre Lord Kelvin et Tesla nous prouve que ce dernier a continué à étudier l'hindouisme et la philosophie védique pendant plusieurs années. L'invention la plus mal comprise de Tesla est communément connue sous le nom de rayon de la mort. C'était simplement une arme composée d'un faisceau de particules qu'il a proposé en 1937 et qui a été fabriquée sous contrat avec Alcoa Aluminium et les gouvernements anglais et italiens. Il a utilisé les techniques de la propulsion électrostatique. Des appareils semblables sont développés aujourd'hui par l'Organisation de l'Initiative de la Défense stratégique américaine, Strategic Defense Initiative Organization, SDIO, et le pôle de stratégie de défense de l'armée américaine, US Army Strategic Defense Command. Les visions de Tesla ont été différées de 89 années. Les chamailleries ont commencé avec Thomas Edison, JP Morgan et Nikola Tesla lui-même. Peut-être que la raison du retard dans la transmission de l'énergie sans fil ou les mensonges au sujet des appareils d'énergie libre résident plus profondément dans la psyché humaine. La transmission sans fil d'énergie libre n'a pas encore vu le jour. Peut-être que nous ne sommes pas prêts, peut-être que le monde n'est pas prêt, ou peut-être que ceux qui le dirigent ne veulent pas assumer les risques de déséquilibrer une planète dont l'économie est basée sur la recherche, l'exploitation, la transformation et la commercialisation de l'énergie. Les habitudes ont la vie dure et les instances gouvernementales, les personnes qui sont au sommet des organisations financières et économiques, en un mot, les maîtres du monde, ne sont pas les plus mal lotis. Ces derniers n'ont aucun intérêt à changer un système qui les enrichit. Ésaïe 22.24. Nous disions le contexte de la suspension d'un ustensile à un piton, d'armes sur un mur, par exemple Ésaïe 27.10, ou d'une lyre sur un arbre, Psaume 137.2.
Ce verbe ne fait pas référence à une suspension dans l'espace vide, mais au fait d'accrocher quelque chose au bout d'une perche. Ésaïe 40, 22. C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Mais nous lisons la deuxième partie du verset. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme sa tente pour en faire sa demeure. C'est l'image habituelle figurant une terre plate et le firmament au-dessus. Voir Psaume 104.2 à 3. Le prophète Ésaïe parle d'Abraham. Le Seigneur dit, « Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur. » Ésaïe 41.9. Ainsi, dans ces deux textes, le contexte du livre tout entier nous montre qu'il s'agit bien d'une côte circulaire entourée par les eaux et d'une terre plate. Il y a des mots en sanskrit qui décrivent les concepts totalement étrangers à l'esprit de l'homme occidental. Des mots uniques peuvent exiger un paragraphe entier pour une traduction en français. L'usage que fait Tesla de la terminologie védique pourrait fournir une clé pour interpréter sa vue de l'électromagnétisme et de la nature de l'univers. Mais où est-ce que Tesla a appris les concepts védiques et la terminologie du sanskrit? Là se manifeste dans une existence complètement développée, l'homme, un désir mystérieux, impénétrable et irrésistible, imiter la nature, créer, réaliser de lui-même les miracles dont il est témoin. Il a reconnu depuis longtemps que toute la matière perceptible vient d'une substance fondamentale ou subtilité au-delà de la conception, remplissant tout l'espace, l'akasha ou éther lumineux, qui sont activés par un don de vie, prana, ou la force du Créateur, à l'origine de l'existence, dans un cycle sans fin pour toute chose, la subsistance fondamentale, jetée dans des tourbillons infinitésimaux de vélocité prodigieuse, devient une matière brute. La force s'affaisse, le mouvement cesse et la matière disparaît en revenant à la substance fondamentale. Nikola Tesla a été fort impressionné par les explications de Swami au sujet de la cosmogonie, Samkhya, et de la théorie des cycles donnés par les hindous. Swami Vivekananda nous apprend qu'il a été frappé en particulier par la ressemblance entre la théorie Samkhya de la matière et de l'énergie et celle de la physique moderne. Swami Vivekananda était plein d'espoir dans le fait que Tesla soit capable de montrer que ce que nous appelons matière est simplement un potentiel d'énergie, parce que cela réconcilierait les enseignements des Védas avec la science moderne. Le Swami s'est rendu compte que dans ce cas, la cosmologie védique serait placée sur des fondations solides. Brahman est défini comme étant le seul esprit impersonnel existant, l'essence divine, duquel toutes les choses émanent et par lequel elles sont prolongées, et auquel elles reviennent. Ce concept est très semblable à celui du grand esprit, tel qu'il est compris par les cultures amérindiennes. Ishvara est le souverain suprême, la plus haute conception possible de l'absolu, qui est au-delà de toute pensée. Mahat se traduit littéralement par le grand et signifie aussi l'esprit universel ou l'intelligence cosmique. Prana veut dire l'énergie, habituellement traduit par force de vie, et Akasha, qui veut dire matière, habituellement transcrit par le terme éther. Dobson signale que les traductions les plus connues pour Akasha et Prana ne sont pas tout à fait correctes, mais Tesla comprenait leur véritable signification. Comment occupe-t-il deux positions à la fois? Comment occupe-t-il deux positions à la fois? Comment occupe-t-il deux positions à la fois? رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين. La Bible a été écrite avec une conception ancienne du cosmos, c'est-à-dire que la Terre est plate, immobile, qu'elle est soutenue par des piliers et que tout autour il y a là un océan. Job
38, versets 4 à 6, on lit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Déclare-le si tu le sais avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées? Ou qui en a posé la pierre angulaire ?» Ou dans Psaume 104, verset 5, « Dieu a fondé la terre sur ses bases, elle est à tout jamais inébranlable. » D'accord. Par contre, je n'ai lu nulle part explicitement que la Terre était plate. Pour les auteurs bibliques, l'univers est comparé à une tente et que la terre constitue le sol de cette tente et la tente elle-même, c'est le firmament dont on parlera plus tard.